ce dernier lundi de la mer de l'année, nous accueillons Yann Giron, qui est consultant spécialisé en pêche maritime professionnelle. Sa présentation va avoir pour objet l'accaparement des mers. Donc allons-nous vers une privatisation des océans? Je laisse la parole à Yann. Bonsoir à tous. Yann Giron, mon métier c'est de faire de la consultance dans le secteur de la pêche. Voilà. Et j'ai eu l'occasion et dans l'économie maritime également. Et j'ai eu l'occasion de m'intéresser aux fondations privées qu'on appelle les trusts caritatifs à l'occasion d'un rapport que nous avons co-rédigé avec Alain Le San, qui s'appelle Blue Charity Business. Et vous, au niveau de l'Orient, vous avez été confronté à ces acteurs du Blue Charity Business, notamment dans la campagne de lobbying contre la pêche des grands fonds. Donc je précise que je ne vais pas vous parler de cette pêche des grands fonds ce soir. Je vais vous parler de ces acteurs qu'il y a derrière ces campagnes-là et de voir dans quelle mesure ces acteurs sont des vecteurs, on entend, c'est bien, sont des vecteurs d'une forme d'action privée et de voir dans quelle mesure ils peuvent être également acteurs de la privatisation des océans. Et hop. Alors, il y a un article qui est sorti dans le Monde diplomatique qui s'appelle « La charité contre l'État », c'est celui de ce mois-ci. Et ce genre d'article commence à émerger de plus en plus au niveau de la société française. C'est cette mécanique de la charité à l'anglo-saxonne n'est pas très bien connue en Europe. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est de voir le titre qui est un petit peu en décalage avec le contenu, qui s'appelle « La charité contre l'État ». Donc moi j'ai mis un point d'interrogation, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur ce contre l'État. Ceci dit, c'est intéressant de rentrer un petit peu dans cette mécanique de qu'est-ce que la charité au niveau des États-Unis et surtout comment fonctionnent ces trusts caritatifs. Alors, sur la question des grands fonds, vous avez un trust caritatif qui est particulièrement en pointe, qui s'appelle le Pew Charitable Trust. Et le Pew Charitable Trust, c'est pas un trust caritatif totalement anodin, c'est un trust caritatif qui, depuis les années 90 aux États-Unis, a joué un rôle de coordinateur, de centralisateur et de rédaction de messages pour l'ensemble des campagnes qui ont été menées en faveur de la protection des océans, d'abord au niveau des États-Unis et ensuite au niveau de l'Europe. Et ça, c'était l'objet du rapport Blue Charity Business. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est vraiment quelle est cette mécanique. On va donc partir du cas de Pew. Alors, un trust caritatif, c'est avant tout de l'argent immobilisé qu'on appelle les capitaux propres, en anglais les assets. Et vous avez un classement au niveau des États-Unis des différents trusts caritatifs. Ce que vous voyez, donc bien entendu, le premier trust caritatif, c'est la Bill and Melinda Gates Foundation. En fait, il y a deux trusts derrière ça. En fait, ce n'est pas 36 milliards de dollars, mais c'est plutôt proche des 70 milliards de dollars, parce qu'en fait, il y a un trust privé qui va ensuite nourrir la fondation avec des dons. On va voir un petit peu plus loin ces mécaniques de transfert de dons. Et ensuite, vous voyez un classement de ces fondations par rapport aux capitaux privés. Le Pew Charitable Trust arrive là, dans ce cas de figure, en 12e position. Il y a lui-même mobilisé des gens comme la fondation Packard, ainsi que la fondation que l'on va voir ici, la fondation Moore. Ce sont ces 3-4 fondations qui ont beaucoup travaillé en synergie, notamment sur la question des océans. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment évoluent ces capitaux privés. Ces capitaux privés, dans le cas de la fondation caritative Pew, évoluent entre 4 et 6 milliards de dollars. Les évolutions et les principaux à pic étant les crises financières, puisque ces capitaux sont placés sur les marchés boursiers et doivent, par leurs dividendes, générer de l'argent qui va être utilisé ensuite pour financer les campagnes et les dons. Donc ce que vous voyez, c'est que, et en fait, si on avait eu avant 2002, vous auriez vu également un pic vers 5-6 milliards de dollars. Et c'est la crise de 2002, vous la voyez très bien, la crise de 2008, qui ont fait ces à-coups et ces ponctions dans les capitaux propres. Si on regarde dans le même temps la masse des dons et l'activité qui a été réalisée, elle est à peu près constante. Autrement dit, quand ils perdent sur les marchés boursiers, ils vont prélever sur leurs capitaux propres pour nourrir leurs dons. Et quand ils vont être excédents sur les marchés boursiers, à dons constants, ils vont réalimenter
la machine des capitaux propres, ce qui fait qu'en fait, on a un trust quasiment perpétuel. On a un fonctionnement totalement autonome, totalement lié au marché boursier, mais autonome finalement des dons extérieurs qui peuvent lui tomber dessus. Ce n'est pas le cas pour tous les trusts caritatifs. Il y a des trusts caritatifs où vous avez des dons réguliers qui permettent d'augmenter régulièrement les capitaux propres. Et puis il y a des trusts caritatifs qui vont simplement recevoir de l'argent extérieur. On va voir ces cas de figure tout de suite après. Alors voilà un schéma un petit peu compliqué. Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez en fait derrière le trust caritatif de Pew, vous avez en fait 8 trusts. Vous avez le trust frontal qui va en fait être opérateur de la stratégie de Pew, qui s'appelle The Pew Charitable Trust au pluriel, qui lui-même va être alimenté par 7 autres fonds caritatifs qui n'ont qu'une seule fonction, qui est de produire du dividende. Et ce dividende est transféré ensuite au fonds caritatif de Pew Charitable Trust, qui lui-même, à partir de cet argent, va mener un programme. Et dans ce programme, vous avez les programmes en propre de Pew, que Pew va réaliser, exécuter. Vous avez des dons à des bénéficiaires extérieurs, ce qui, pour vous, en général, est l'image de ce que doit être une fondation, c'est-à-dire une fondation, en général, a vocation à faire des dons à d'autres personnes, à des hôpitaux, à des ONG, à des musées, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est des dons extérieurs. Et puis, va lui-même alimenter une autre entité de Pew qui s'appelle le Pew Research Center, qui a longtemps été identifié comme étant le think tank qui était porteur un petit peu des actions de lobbying de la famille Pew. Bon, je passe sur les différents blocs. Il existe plusieurs fondations qui fonctionnent comme ça, notamment la fondation Gates, qui a un trust, comme je vous disais, qui a pour vocation à produire ses dividendes et qui va ensuite alimenter la fondation qui, elle, va dépenser cet argent sur des dons. Donc, quand vous vous retrouvez avec cette mécanique-là, se pose la question de la traçabilité. Alors, déjà, pourquoi c'est construit comme ça ? Dans le cas de la famille Pew, c'est une construction historique, où en fait, il y a eu plusieurs trusts caritatifs, les Pew Supporting Trust, c'est-à-dire les fonds de soutien, ont existé. Donc, il y en avait ils avaient des vocations différentes. Et progressivement, pour rassembler et avoir plus d'effet et d'impact dans leurs actions, ils ont décidé de se coordonner et de centraliser les fonds pour avoir de l'impact. Et pour pouvoir le faire de cette manière-là, ils ont créé le Pew Charitable Trust qui agrège finalement tous ces dons. Probablement qu'à terme, il y aura une fusion de ces dons, de ces différents trusts. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ces mécaniques-là appellent une traçabilité. Et dans la loi américaine, la loi fiscale américaine, vous devez produire votre comptabilité en tant que Pew. Et ça a été une des sources d'informations principales que j'ai utilisées et qu'on a utilisées avec Alain Leussane. C'est ces formulaires de défiscalisation qui permettent en fait ces formulaires fiscaux qui permettent en fait d'identifier les bénéficiaires au sein des États-Unis des différents dons que va réaliser le Pew Charitable Trust. La grande difficulté, c'est de savoir quels vont être les bénéficiaires hors des États-Unis, puisqu'ils n'ont pas l'obligation de mentionner quels sont leurs bénéficiaires hors des États-Unis. Donc là, il y a d'autres techniques pour reconstituer ces bénéficiaires. Et le dernier point, c'est qu'on voit aussi, grâce à ces formulaires, on apprend pas mal de choses sur ces formulaires. On voit comment l'argent a été créé. On va le voir tout de suite après. On voit aussi par exemple les salaires des dirigeants du Pew Charitable Trust. Donc là, ça remonte à $800 000. Le big boss du Pew Charitable Trust touche $800 000 par an. Et la personne qui s'occupe spécifiquement de la question des océans touche à peu près $650 000 par an. Ça donne des ordres de grandeur. Qu'est-ce que vous pouvez voir également sur ces formulaires ? Vous pouvez voir aussi s'il y a des filiales. Vous arrivez à identifier les cabinets comptables qui gère la productivité de ces dons. Et puis, vous arrivez aussi, dans certains cas, dans certaines fondations, à voir le chemin de l'argent qui passe en général par des paradis fiscaux qui ont tendance à optimiser fiscalement le fonctionnement de l'économie de ces trusts. Donc, je parle d'optimisation fiscale, je ne parle pas d'autre chose. Hein. On est bien sur cette mécanique-là. Voilà. Alors, par rapport on a donc à peu près entre 5 et 6 milliards de dollars qui sont immobilisés. Cet argent est placé sur les marchés boursiers. Et il est placé de deux manières, en général avec on va dire du marché d'obligations,
c'est les placements sécurisés. Et puis, une part importante de cet argent sert en fait à faire de la spéculation, c'est-à-dire de l'achat-revente d'actions sur le marché actions, le marché public des actions. Et par les bénéfices que procurent ces achats-reventes, vont générer les montants qui sont en rouge. Et donc la courbe verte vous présente l'évolution de ces revenus boursiers et vous pouvez mesurer l'importance des revenus boursiers qui sont issus de la spéculation boursière, sachant que cette spéculation boursière, dans le cas de Pew, est réalisée par un hedge fund familial qui s'appelle le GlenMed Trust, mais que cette spéculation boursière n'appelle pas de taxation, de fiscalité, puisque c'est fait dans le cadre d'une action caritative. Ce qui fait que si vous regardez par exemple le GlenMed Trust à un instant T, vous allez le voir actionnaire des plus grands groupes pétroliers, des plus grands groupes agroalimentaires, enfin de tout ce qui va produire de la richesse sur les marchés boursiers. Et ce fonctionnement-là, vous allez le retrouver pour un certain nombre de fondations. Vous voyez également que la machine marche bien quand l'économie est florissante, se casse la figure au moment des crises, donc vous avez celle de 2002, celle de 2008, mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'une fois la crise passée, ça remarche bien, et là, on va réalimenter les capitaux propres. C'est en ça qu'on a un système quasi permanent et du coup indépendant. Le Pew Charitable Trust, sur ses formulaires fiscaux, annonce qu'il fait 3 grands groupes d'actions. Un groupe d'actions qui s'appelle Civic Life, un qui est sur le Informing Public, et un troisième qui s'appelle Public Policies. Civic Life, vous allez retrouver là l'action caritative historique de la famille Pew sur la région de Philadelphie, qui est la région d'implantation de cette famille. Donc là, vous allez avoir des soutiens des musées, vous allez avoir des soutiens des hôpitaux, des associations locales, ce qui correspond à notre vision, nous, classique, de la philanthropie, je dirais, les Européens regardant, enfin plutôt les Latins d'ailleurs, regardant l'activité philanthropique américaine ou anglaise. Vous avez 2 couleurs différentes, une foncée et une claire. La couleur foncée, c'est quand l'activité du trust se fait par don à des tiers extérieurs. Et l'activité claire, c'est quand elle fait fonctionner ses propres équipes. Ce que l'on voit, c'est que, grosso modo, l'activité sur Civic Life, l'action philanthropique classique, est restée à peu près constante, voire a diminué. Les progressions des dernières années sont liées en fait à une opération particulière qui est le déplacement d'un musée au centre de Philadelphie. Ce que vous voyez aussi en bleu, c'est le Pew Research Center, qui était au tout début, je dirais à la fin des années 90, identifié comme étant le 3e think tank américain, qui bénéficiait alors de l'ordre de 50 à 100 millions de dollars, enfin plutôt 50 millions de dollars de la part de Pew, et qui a vu son activité progressivement diminuer. Donc c'est un don extérieur, mais un don à une entité de Pew. Donc on peut considérer que ce qui est en bleu foncé fait partie également de l'action interne de Pew. Aujourd'hui, le Pew Research Center est un organisme relativement réputé au niveau international. Vous trouverez d'ailleurs en France souvent des enquêtes, comme dit le Pew Research Center, la dernière enquête de Pew. Alors vous allez trouver des enquêtes sur la répartition confessionnelle aux États-Unis, la vision qu'ont les Européens des États-Unis, et puis aussi quelques campagnes qui sont assez connectées à d'autres campagnes d'influence sur l'usage des politiques publiques américaines, par exemple sur l'utilisation des retraites et ce genre de choses. Et puis après, vous avez Public Policies. Alors dans Public Policy, vous allez retrouver des choses qui ont trait à la médecine, des choses qui ont trait justement à l'utilisation des budgets publics américains, et puis des choses qui vont traiter de l'environnement, qu'ils appellent la conservation, avec des programmes sur la Terre et des programmes marins. Cette ligne-là est relativement intéressante parce que vous voyez qu'on est passé progressivement du début des années 2000 à des programmes majoritairement orientés sur des dons extérieurs, à des programmes qui sont majoritairement réalisés par les équipes internes de Pew. Et en fait, Pew présente une caractéristique, c'est qu'elle annonce à l'extérieur qu'elle a une ONG interne à Pew qui s'appelle le Pew Environmental Group, qui en fait a pas mal de salariés. Et ces salariés en fait sont opérateurs des campagnes de lobbying et soi-disant des enquêtes,
je dis soi-disant parce que je pense que ces enquêtes sont légèrement orientées, sur les questions, on va dire des travaux menés par les équipes internes du Pew Environmental Group. Et donc là, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que le PEG, le Pew Environmental Group, a sa comptabilité qui est totalement fusionnée avec celle du Trust. Donc on n'a pas la lisibilité sur l'activité de cette ONG, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'elle ne correspond pas à l'image que nous, on a de ces ONG, et aussi parce que c'est une activité qui est totalement fusionnée avec ce Trust privé. En fait, c'est une ONG privée qui annonce qu'elle est une ONG. Si on regarde plus précisément, parce que quand vous allez sur le site de Pew, vous allez vous rendre compte qu'ils ont une quinzaine ou une vingtaine de têtes de chapitre de programmes différents, et au sein de ces têtes de chapitre, vous avez des dizaines de sujets, en fait, ce qui donne l'impression d'une atomisation des sujets d'action de Pew. Et on a fait le travail d'essayer de quantifier financièrement la part de chacune des actions. Là, ce qui est très intéressant dans ce diagramme-là, donc en combinant les dons extérieurs, qui sont à nouveau en bleu, en couleur foncée, et l'activité en propre de leurs équipes. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que derrière cette multiplicité des programmes, cette multitude de programmes, vous allez avoir une concentration très forte de l'action de Pew sur les océans, qui représente quasiment 50% de ce que j'appelle les activités de puissance. Les activités de puissance, en fait, ce sont celles qui sont menées par le Pew Research Center et le programme Public Policies. J'ai enlevé les activités de philanthropie classiques, et parce que ces activités, entre guillemets, de puissance sont pour nous l'expression d'une puissance du trust, d'une volonté d'influence, d'une volonté de maîtrise, soit par la production de données et d'enquêtes, soit par la production de travaux de recherche. Donc là, vous avez, sur l'intégralité, le programme Océan représente 50% des activités de puissance, et sur l'intégralité de l'activité, qui représente à peu près 300 millions de dollars par an, vous allez avoir 32% de ces activités qui sont dédiées aux océans, ce qui montre bien l'orientation stratégique fondamentale de ce trust caritatif sur la question des océans. Et donc ça va faire à peu près 3 ans, 4 ans que ce trust consacre 100 millions de dollars tous les ans sur des programmes marins consacrés à de l'influence. Maintenant, pour regarder un petit peu comment fonctionnent les autres trusts, pour vous donner un panorama un peu plus complet, je vous ai présenté ce qu'étaient les capitaux de ces trusts. Là, vous allez retrouver le Bill and Melinda Gates Trust Fund, qui est à 36 milliards, donc là c'est en milliers de dollars, et le mettre en perspective avec les dépenses. Les dépenses qui sont, grosso modo, explicatrices de leur activité. Et vous vous rendez compte qu'il existe quand même des manières très différentes pour ces différents trusts de vivre cette relation entre leurs capitaux et les dépenses qui sont engagées. Et là, vous avez un classement par dépenses décroissantes. Donc, bien entendu, le Bill et Melinda Gates Trust Fund génère 3 milliards de dépenses annuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on verra ensuite, mais dans ces 3 milliards, il y en a la moitié qui sont donnés par un tiers extérieur, qui s'appelle Warren Buffett. Et ensuite, vous voyez que c'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup de capitaux placés ou que vous apparaissez comme le 12e ou le 13e ou 14e dans le rang des trusts caritatifs en capitaux que ce rang ne se retrouve pas dans les dépenses. Vous voyez par exemple que le trust caritatif de Pew, lui, ne se retrouve pas en 12e position. Il va se retrouver en 8e ou 10e position en termes d'activité. Donc il ne faut pas se fier aux capitaux placés. Les capitaux placés vous donnent une idée de l'indépendance par rapport aux dons extérieurs. Mais ce qui est le plus intéressant, à mon sens, c'est vraiment regarder les dépenses et l'activité consacrée à ce pouvoir. Et là, vous voyez que les cartes sont assez brassées. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte qu'il y a des opérateurs que l'on identifie, par exemple de Nature Conservancy, qui n'a que 6 milliards de dollars, je mets que entre guillemets, qui lui va se retrouver en 3e ou 4e position avec 470 millions actifs consacrés à ces programmes, dont une partie sont des dons extérieurs, mais aussi une partie réalisée en propre. Un autre opérateur qui est très important, qui est la fondation Packard, qui, elle, va se retrouver avec 6 milliards de dollars. Lui, ne va se retrouver qu'au rang de Pew, qui, lui, n'en a que 5 milliards.
Vous avez également la fondation Moore qui, elle, a aussi entre 5 et 7 milliards de dollars de capitaux, qui, elle, ne va dépenser que 275 millions. Alors, ce genre de classements peuvent évoluer d'une année sur l'autre, suivant les programmes qui vont lancer. Donc, il faut essayer de lisser dans le temps. Vous avez également un acteur qui, chez nous, est très important, c'est Conservation International. Vous verrez pourquoi c'est très important. Qui, lui, qu'avec 251 millions de capitaux placés, arrive à mobiliser 143 millions d'activités. Voilà, donc déjà, ne pas tenir compte simplement de la grille classique qui est de dire, de classer ces fondations par leurs capitaux, mais regardez vraiment dans les formulaires fiscaux quelles sont les quantités d'argent qui vont être effectivement dépensées. Une autre particularité de ces fonds, c'est que vous avez de l'argent qui est généré par les capitaux propres de ces trusts caritatifs, et puis vous avez de l'argent extérieur qui va arriver. Et j'ai pris quelques exemples. Donc vous allez retrouver Conservation International. Je vous ai dit qu'ils avaient une activité qui était de l'ordre de 150 millions de dollars, 150. Et vous vous rendez compte que par rapport à cette activité, ils ne vont générer en propre que 5 millions de dollars. Et les 88 autres millions de dollars qui vont venir en complément viennent de dons extérieurs. Quand vous faites un don extérieur, et la plupart de ces dons viennent soit d'autres trusts caritatifs qui donc peuvent se pooler, se mettre ensemble pour cibler des programmes portés par Conservation International, ou également de partenariats avec des entreprises privées qui, elles, là, vont défiscaliser le don annuel qu'elles vont faire au niveau de Conservation. Vous voyez aussi que Conservation International n'a levé pour la même année que 93 millions de dollars. On a dépensé 150, ça veut dire qu'il a pompé sur ses réserves et sur ses capitaux propres. Ce que vous voyez aussi, c'est que le Pew Charitable Trust est quasiment indépendant de dons extérieurs. Ça veut dire qu'il sécurise totalement son activité aux alentours de 300 millions de dollars, uniquement sur la base de ses capitaux propres. Ce qui est également aussi intéressant de remarquer, c'est que The Nature Conservancy génère les 2/3 de ses capitaux à l'extérieur. Et là, pour le coup, on sait que pratiquement 80% de ces 500 millions de dollars qui viennent de l'extérieur viennent de partenariats avec des entreprises privées, des grands groupes. Et c'est une tendance qui s'est accélérée depuis les années 95 et les années 2000. Vous voyez aussi le Bill et la fondation Gates qui reçoit la moitié de ses capitaux de cette fondation uniquement Warren Buffett. Et là, l'argent vient à 100% d'un même trust industriel qui va défiscaliser ce don complètement en le donnant à à la fondation Gates. Sur la droite, vous avez une manière aussi de regarder comment fonctionnent ces trusts caritatifs, c'est de voir la productivité de leur placement boursier. Vous voyez qu'en général, c'est aux alentours de 4 à 6% de taux de revenus sur les placements boursiers, dont la majorité reviennent par cette spéculation comme un hedge fund. C'est pas énorme. Ce que vous pouvez aussi... Il y a une règle autour des 5%. Pour garder le statut de fondation caritative, il faut pouvoir dépenser 5% de ses capitaux. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils essaient d'optimiser vers 5-6%. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Hein. Voilà. Donc vous voyez, ces trusts caritatifs fonctionnent sur l'économie, sur la spéculation financière, sur l'économie défiscalisée en même temps, puisqu'il n'y a pas d'impôts qui sont payés ou pratiquement pas d'impôts. Et ils défiscalisent au moment du don vers le trust caritatif ou du trust caritatif vers quelqu'un d'autre, et au niveau de la production des intérêts. Alors, comment travaillent et quelles sont les motivations de ces trusts caritatifs à intervenir sur des problématiques diverses, et là en l'occurrence sur celle des océans? Un certain nombre d'actions, notamment de Pew, relèvent d'actions géostratégiques, voire d'actions géoéconomiques. Alors on va dire comme ça que c'est un pur hasard peut-être que leurs activités se situent dans des zones extrêmement stratégiques. Et je vais vous montrer ce qui se passe au niveau du Pacifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Pew va mener une campagne, il va le faire systématiquement à une échelle mondiale, par des alliances qui ont des vocations la plupart du temps mondiales. Ils en maîtrisent une qui s'appelle la Deep Sea Conservation Coalition, qui est porteur de l'attaque en réputation sur la pêche des grands fonds, mais que pour chercher à comprendre pourquoi il y a cette attaque, par exemple au niveau de l'Europe, il faut le resituer dans un contexte absolument global, ce qui d'ailleurs n'exonère pas les flottilles de pêche de faire ces progrès, qu'elles répondent à une attente de progrès dans leur activité, mais ce n'est pas le sujet
de mon intervention. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment le replacer dans une vision totale et complète au niveau mondial. Et dans cette vision mondiale, l'océan Pacifique est un moteur très important dans le choix des moyens que va déployer le Trust caritatif pour agir. Et la manière d'agir, ça va être la création de campagnes essentiellement en matière de protection, de création de grandes aires marines protégées avec une vocation sans pêche. Alors là, je vais vous présenter une série de cartes qui vont vous montrer la combinaison de différents intérêts géostratégiques et de voir la répartition de ces zones, de ces volontés de créer des grandes aires marines protégées sans pêche. Alors mon propos n'est pas non plus d'attaquer la notion d'aire marine protégée, mais là on parle bien d'aire marine protégée de très grande taille, la plupart du temps à l'échelle d'une zone économique exclusive complète, et qui sera délibérément construite sans pêche, c'est-à-dire sans tolérer des activités. Ce qui n'est pas le cas dans de la vision française, en tout cas des aires marines protégées. Sur cette carte, je vous ai brièvement retracé des lignes stratégiques de défense qui vous montrent un peu l'affrontement des blocs Est-Ouest au niveau du Pacifique. Les zones bleues, bleu foncé, sont les zones américaines qui correspondent aux grandes lignes stratégiques. Donc ça passe par Guam, ça va passer par Hawaï, ça passe par la maîtrise de l'océan Indien, ça passe par une ceinture qui est vraiment très très proche des côtes et qui va se rapprocher de ces grands enjeux géostratégiques, comme par exemple les questions au large de la Corée ou sur la mer de Chine du Sud. En face, je vous ai présenté également les lignes stratégiques chinoises, qui, elles, sont des lignes qui ont été codifiées à la fin des années 80 et que, jusqu'à présent, la Chine met en œuvre progressivement et suit. Et notamment toutes ces bases chinoises qu'on appelle le collier de perles, qui sont en train de se développer, qui permettent à la Chine de sécuriser ses accès maritimes qui vont être concentrés sur le détroit de Malacca. Vous avez aussi une ligne stratégique qui est en train de réapparaître, qui est la ligne russe, et qui est promise dans le temps à se développer avec, bien entendu, l'ouverture des routes arctiques. Si on juxtapose les zones d'action des trusts caritatifs, on voit que tout au moins sur la ceinture, qui est la deuxième ceinture qui passe par Guam, il y a une forte corrélation entre ces lignes stratégiques et le positionnement d'aires marines protégées sans pêche. J'attire votre attention aussi sur le petit point qu'on voit assez peu, qui est dans l'océan Indien, qui est l'archipel des Chagos, qui est un archipel du Royaume-Uni et qui est loué aux États-Unis pour y installer la base de Diego Garcia. Et là, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une fuite Wikileaks où on voit que la création de l'aire marine protégée par le Total sans pêche, qui a été créé par le gouvernement britannique, a été à l'initiative du Pew Charitable Trust et était faite dans une perspective de géostratégie qui était d'interdire le retour des Chagossiens dans leurs terres d'origine. Parce que vous savez qu'il y a un contentieux entre l'île de Maurice et le Royaume-Uni, puisque quand les Chagos sont revendiqués par l'île Maurice et quand on a installé la base américaine, tous les habitants des Chagos ont été déplacés à l'île Maurice. Ça fait partie d'un certain nombre de contentieux qu'il y a sur les délimitations d'espaces maritimes et ce genre de choses. Donc il y a un contentieux qui est fort. Donc il y a une dispute, il y a une plainte qui est déposée au niveau de la Cour de justice qui traite de ces questions-là. Et créer une grande aire marine protégée sans pêche était vu par les diplomates anglo-saxons comme étant un moyen de solidifier le partenariat avec les États-Unis du point de vue militaire et d'éviter le retour des Chagossiens. Donc on voit bien qu'il y avait une vocation géostratégique sur cet aspect-là. Ce que l'on voit aussi, c'est... alors vous allez me dire, les lignes stratégiques passent forcément par des îles, et comme ces îles sont des refuges de biodiversité, forcément c'est normal que ces trusts caritatifs se positionnent là-dessus. Sauf qu'on verra qu'il y a eu une accélération, et l'ordre dans lequel ça se fait n'est pas complètement anodin. Vous voyez juste sous le 2, il y a une zone économique exclusive qui est très intéressante, qui s'appelle les Palaos, qui vient d'interdire la pêche dans toute cette zone économique exclusive et qui, elle, est complètement à la confluence de tous les axes stratégiques de l'océan Indien. Un autre enjeu qui est celui des terres rares marines. Vous savez que 98% de la production mondiale des terres rares
est maîtrisé par la Chine et se fait de façon terrestre. Là, vous avez tous les gisements connus pour l'instant, et encore on est en train d'en redécouvrir, notamment en Nouvelle-Calédonie. Là, je vous ai représenté que les nodules, les sédiments riches en terres rares marines et les agrégations de cobalt. Et vous verrez aussi que là aussi, il y a un certain nombre de projets, notamment à ce niveau-là, dans la zone internationale, et également sur l'axe de la Polynésie, je dirais de campagnes de lobbying fortement coordonnées par Conservation International et Pew. Vous avez aussi le thon, qui est un enjeu géostratégique majeur. Alors pourquoi le thon est important? Dans le Pacifique, entre le Pacifique Est et Ouest, 75% de la production mondiale de thon a lieu dans cette zone-là. Et en particulier dans ce qu'on appelle le cœur de chauffe thonier, qui est là une grande zone sur laquelle on va avoir une production par des thoniers seineurs. Et la majorité de ces thoniers seineurs sont asiatiques. Il n'y a que 8% de cette activité qui est réalisée par des thoniers seineurs américains. Et donc là, on a un cœur de chauffe qui est avec des problématiques de déploiement de flottilles, également de déploiement de flottilles palangrières asiatiques. Vous savez que les palangriers asiatiques font des captures accessoires de requins et qu'il y a aussi un grand nombre de campagnes qui sont menées par ces trusts caritatifs pour empêcher les captures de requins, notamment pour la vente des ailerons, mais aussi tout simplement les captures de requins. Donc quelque part, quand vous interdisez de façon très ferme les captures de requins, vous allez interdire le déploiement de la palangre et donc l'activité de certaines flottilles. Donc bon, voilà, vous avez différentes activités. Le cœur de chauffe, c'est un cœur de chauffe thonier. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a ce cœur de chauffe thonier existe parce que la majorité de cette production est destinée aux conserveries. Et là, vous avez les conserveries existantes en bleu et les conserveries en cours de déploiement, notamment dans cette zone-ci, qui est la zone de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis, vous avez des arrivées portuaires qui vont héberger ces flottilles. Donc, il y en a une en développement dans l'océan Indien, qui est au niveau du Sri Lanka, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée principalement, qui va commencer à développer des relations avec la Chine pour accueillir des flottilles de palangriers chinois. Et donc, quand on accueille une flottille, on accueille aussi la communauté qui vit dans le port. On a vu ça à l'île Maurice à l'époque, et ça se produit actuellement dans cette zone-ci de l'océan Indien. Donc, en fait, on a une sorte de ligne de contact économique chinoise qui est en train de se développer et qui est en train d'aller vers cette production thonière. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le thon est l'un des seuls produits halieutiques que l'on considère comme étant une commodité, c'est-à-dire au sens de la FAO, c'est-à-dire un produit qui va être échangé sur les marchés internationaux, qui est stabilisé, sur lequel on peut avoir une politique de stock, sur lequel on peut avoir une politique de marketing, et sur lequel on peut jouer via la maîtrise des conserveries sur une politique, je dirais même de prix et de gestion vraiment industrielle de cette production. Et ce qui est très intéressant de noter, alors là ça ne se voit pas trop, c'est qu'en fait il y a une forme d'encerclement de ce cœur de chauffe thonier, parce que vous allez avoir beaucoup de programmes qui sont en relation avec la protection des requins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger les requins. Les requins, un certain nombre d'espèces sont surexploitées. Mais là où ça va être intéressant, c'est que il y a d'abord, toutes les espèces ne sont pas en danger, et il y a une globalisation de cette protection, quoi. Je ne suis pas là en train de cautionner non plus les pratiques de découpe d'ailerons et de rejet de carcasses et ce genre de choses. Je veux simplement dire que ça existe aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité géostratégique mondiale. Vous savez que quand Obama a repris le pouvoir, il a dit « Nous allons rééquilibrer notre activité de la zone du Moyen-Orient vers le pivot Asie-Pacifique ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une action qui est relativement importante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un regain d'activité d'Obama sur cet axe Asie-Pacifique. Et cet axe Asie-Pacifique, il est structuré par le détroit de Malacca. Et ce qui est intéressant de noter, c'est cette coïncidence d'aires marines protégées qui se sont créées dans une forme de continuité, donc sur les Chagos, Palau, et également des volontés de rendre ces zones-là sans pêche, et de voir ce positionnement par rapport à ce pivot Asie-Pacifique, qui est à la fois un pivot pour les États-Unis et également un pivot pour la Chine. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, l'activité va se centrer sur les approches de ce pivot et que les trusts caritatifs vont se déployer principalement, ils ne vont pas se déployer au centre du conflit, ça on laisse le hard power, le pouvoir dur,
les accords militaires, le déploiement de flottilles, on le laisse aux États, mais qu'eux vont commencer à travailler en synergie sur les approches, sur le containment. Alors vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux, je peux vous certifier que non. Il y a eu toute une démarche du gouvernement Obama de mettre en œuvre ce qu'on appelle le Smart Power, qui est en fait une forme déguisée de Soft Power, qui est en fait une action d'influence et de coïncidence entre des volontés d'État et la mobilisation de pouvoirs privés. Alors, ça se passe au niveau de l'environnement, mais vous allez également le retrouver dans la promotion du modèle, le modèle démocratique. Et là, vous allez avoir tout un tas de fondations caritatives, et pas simplement environnementales, qui vont se focaliser, qui vont mobiliser de l'action, qui vont mobiliser au niveau des Palau, au niveau de la tranche Palau-Guam, Australie, mais aussi au niveau des Philippines actuellement, au niveau de la Malaisie. Et donc, il y a une forme de partenariat public-privé dans la mobilisation de ces trusts caritatifs et de ces volontés d'État. Et vous allez le retrouver en particulier sur les approches. Et les approches, actuellement, il y a une forte activité d'influence qui a lieu notamment au niveau de l'Inde, par exemple. Voilà. Donc ça peut être un des enjeux. On va dire que c'est une coïncidence, je dirais, d'enjeux, et on va dire que la volonté politique trouvera un écho favorable, ponctuel, sur une forme de partenariat gagnant-gagnant entre ces fondations caritatives qui ont leurs propres objectifs et cet État américain. Vous avez une autre des motivations que l'on a identifiées, qui est beaucoup plus évidente, qui était déjà décrite dans le rapport Blue Charity Business, c'est la mise en place du wilderness. Le wilderness, c'est un concept de retour à la vie sauvage, qui a construit depuis la fin du 19e siècle la création de tous ces grands parcs nationaux américains et ce déploiement aussi de grands parcs en Afrique, en Asie. Et là, c'est une des motivations clairement affichées. C'est en lien avec des convictions religieuses qui sont très fortement inscrites dans ce qu'on appelle les sectes protestantes, qui ne sont pas des sectes au sens français du terme, mais des mouvements religieux sans église protestants. Et là, l'objectif, c'est le retour à l'Éden. Enfin, ce qui sous-tend, on va dire, ce qui est le réflexe de société sur lequel on va jouer, c'est le retour à l'Éden et une conviction que la conservation passe par des zones de pur d'ensauvagement en fait, de ces espaces-là. C'est beaucoup aujourd'hui habillé sous le nouveau vocable qui est la défense de la biodiversité. Moi, je n'ai absolument rien contre la défense de la biodiversité, bien au contraire, mais ça peut être un argumentaire qui peut être relayé en permanence et masquer d'autres mouvements comme ceux de la privatisation, qu'on verra après. Donc c'est un petit peu les concepts qui sont sous-jacents. Ce sont aussi, alors quand on parle de défense de la biodiversité, se pose toujours la question de la définition du point zéro et à quel moment on va tolérer l'homme dans cette approche de l'ensauvagement, du retour à l'ensauvagement. C'est une thématique aujourd'hui qu'on retrouve aussi beaucoup par exemple, sur les questions de loups et entre le loup et le pastoralisme, ce genre de choses. Ce qu'on a noté aussi, c'est qu'une approche idéologique brutale de ces concepts ont conduit à des déplacements de population, à l'éviction. Ça a été très fortement renseigné aujourd'hui, et même certains milieux de la conservation anglo-saxonne disent effectivement on s'est trompé. On a, par la recherche démesurée de cette conservation sans l'homme, on a produit des effets pervers. Un des aspects aussi, c'est la conception anglo-saxonne, on va dire néo-malthusienne, des communs. Les communs, si vous voulez, c'est une théorie qui consiste à dire que vous avez des biens communs de l'humanité, mais du point de vue, du point de vue néo-malthusien, ça part d'une approche théorique qui était celle de Garding, en fait, qui constatait qu'à partir du moment où on avait un bien commun qui était exploité par des gens, en l'occurrence c'était des pâturages en Angleterre, et si on les laissait faire, les individus allaient forcément conduire à la surexploitation parce que chacun allait vouloir gagner le maximum de ce qu'il pouvait par rapport à cette ressource. Et cette image qui a été développée sur cet exemple-là renvoie en fait à l'idée que vous avez des biens communs. Donc il y a l'atmosphère, vous avez la mer qui est un bien commun, vous avez les forêts qui sont des biens communs, mais vous avez aussi des choses comme les services publics. C'est également un bien commun dans la théorie néo-malthusienne. Et la maîtrise des communs
pour les néo-malthusiens et les néolibéraux, ça consiste en fait à faire en sorte de suppléer aux défauts amenés par la gestion humaine et lui suppléer une forme de contrôle qui sera soit la forme de contrôle via des marchés financiers, en partant du principe que la main invisible du marché va amener la régulation naturelle, soit des mises en protection. Donc ça, ce sont des choses qui sont sous-jacentes et qui guident en fait un certain nombre de stratégies de ces trusts caritatifs qui vont ensuite être relayées dans le discours commun. Par exemple, vous allez retrouver, vous allez entendre parler de la tragédie des communs. C'est un terme qui va peut-être qui fait référence à cette exploitation non gérée. Alors, c'est une approche idéologique qui segmente vraiment, enfin qui structure réellement l'écologie anglo-saxonne. Et c'est aussi qui elle-même a d'autres concepts, qui se voit opposer d'autres approches théoriques, notamment d'Elinor Ostrom, qui est une américaine également, qui dit que, en fait, quand Harding a fait cette approche théorique, il s'était trompé parce qu'il y avait déjà des formes de régulation interne par rapport aux exploitants. Donc en fait, elle lui oppose la stratégie des communs. En fait, je suis un petit peu brouillon. Ce que je veux vous dire, c'est simplement qu'au niveau néo-malthusien, on considère que l'homme est incapable de gérer et que c'est au marché de prendre la main sur des biens communs parce que sinon l'homme va piller ces biens communs. Et du côté d'Elinor Ostrom, elle dit que ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez des cas où vous avez de la coopération entre les utilisateurs et de la gestion collective. Et dans ces cas-là, avec un certain nombre de conditions, dans ces cas-là, on n'a pas cette exploitation. Donc il ne faut pas dire que l'on a une surexploitation, enfin, que c'est un mécanisme qui va tendre à la surexploitation et que la solution contre cette surexploitation, c'est la cogestion. Je vous l'ai fait très bref, on pourra revenir dessus plus précisément. Ce qui est également dans la maîtrise de ces communs, c'est qu'il y a un concept de dire que l'État, parce qu'il doit arbitrer, là aussi je le présente de façon très caricaturale, mais parce que l'État doit arbitrer avec des objectifs sociaux et des objectifs de développement économique, forcément l'État va biaiser sa gestion idéale de ces espaces-là. Et vous avez donc dans la théorie libérale et néolibérale surtout le concept de dire que l'État doit se désengager au maximum et transférer ces services publics, son action publique, vers des marchés et vers des opérateurs économiques, et laisser les opérateurs économiques s'autoréguler. Tout ça, ce sont des concepts qui sont sous-jacents et que vous allez retrouver également énormément au niveau de Pew. Pew a une tradition conservatrice avec des acteurs de la famille Pew qui ont été très fortement en butte, par exemple, contre Roosevelt au moment du New Deal, et qui a tout fait pour amoindrir l'action de l'État. Vous verrez, ce n'est pas totalement anodin sur la question des océans. Alors après, comment est-ce qu'ils vont agir ? Ils vont agir en menant, alors, soit en finançant des ONG relais, soit en agissant en propre, puisqu'aujourd'hui, ils ont réussi à faire en sorte que l'on va progressivement considérer un trust caritatif privé comme une ONG. Je vous l'ai montré avec Pew. Et donc, ils vont mener des attaques en réputation. Donc, certaines sont justifiées probablement, d'autres le sont un peu moins. L'objectif, à chaque fois, sur la question des océans, c'est de mettre la pression sur la puissance publique, parce que c'est la puissance publique aujourd'hui qui, sur la question des océans, gère l'accès aux océans et les règles d'utilisation. L'objectif est à chaque fois d'arriver à changer la réglementation. Je vous l'ai dit, Pew est fortement intervenu en termes de coordination de toutes les actions des trusts caritatifs pour coordonner leur financement, pour éviter que eux seuls soient les seuls à financer ces actions, mais aussi pour lever plus facilement des cofinancements. Et puis, les partenariats ont été tellement forts et tellement efficaces qu'ils ont réussi à obtenir également la coordination de grandes ONG internationales, comme le WWF International, comme même Greenpeace International, comme BirdLife International. Ce qui ne sont pas forcément... vous savez que ces grandes ONG internationales ont des antennes dans chacun de nos pays. Il y a WWF France et il y a aussi WWF International. Il y a la Ligue de protection des oiseaux et il y a BirdLife International. Ça ne veut pas dire que les antennes locales, nationales, étaient forcément au courant ou pleinement conscientes, en tout cas que les militants de terrain étaient conscients de cette coordination. Par contre, cette coordination se retrouve dans les courriers, dans les financements des campagnes de communication. Ils utilisent tous le programme Océan de toutes ces coordinations, utilisent la même boîte de communication qui s'appelle Communication Incorporate et qui est financée par Pew également.
Vous avez des actions de financement de la science, alors que ça se fait par Pew, ça se fait par Moore, ça se fait par Packard. Et le gros intérêt, c'est que progressivement, vous allez créer un groupe de... Alors, c'était très intéressant et nécessaire de financer différentes composantes de la science qui n'étaient peut-être pas nécessairement mises autant en avant. Sauf qu'aujourd'hui, ce financement de la science n'est pas neutre, parce que d'abord, on met autant d'argent dans le financement de la science que dans le financement sur la communication des résultats scientifiques. Et ensuite, vous avez une utilisation dans ce qu'ils appellent le science-based lobbying. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces arguments et monter des campagnes de communication. Là où c'est dérangeant, c'est que vous avez les besoins de la campagne de communication amènent l'ultra-simplification et puis une forme de permanence dans le temps des arguments. Or, la science évolue, la situation sur le terrain évolue, et vous avez un décalage des fois, notamment sur les questions de niveau de surexploitation, qui va se retrouver dans les médias, justifié par la science, mais c'est une science qui va dater de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà. Et enfin, dernier point, c'est qu'une fois qu'ils ont obtenu les changements de réglementation avec toutes ces actions de lobbying, Pew va intervenir, Pew en particulier, mais également Moore et Packard, vont intervenir sur la mise en œuvre et les campagnes de pression pour mettre en œuvre les changements de la réglementation. Ça s'est vu aux États-Unis, c'est en train de se voir aujourd'hui au niveau de la politique commune européenne des pêches. Alors, donc j'en termine avec cette espèce de lourd panorama sur comment fonctionnent ces trusts caritatifs pour arriver aux questions de privatisation des océans. Au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler d'un rapport qui s'appelle l'accaparement des océans. Vous avez peut-être entendu parler de campagnes de petits pêcheurs en Inde, de petits pêcheurs également, là c'est en Afrique du Sud, qui commencent à se plaindre du fait qu'ils se voient repousser de leur territoire traditionnel de pêche et que ça se fait et que c'est mené par des grosses ONG internationales qui vont coordonner des ONG locales. En l'occurrence, ça c'est Conservation International. Ça s'est beaucoup produit à terre et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on le... Enfin nouveau, ça fait déjà 10 ans que ça se passe, c'est que vous le voyez sur les zones littorales et même sur les zones extérieures. Donc on appelle ce mouvement le mouvement de protestation contre la privatisation des océans. On va regarder en quoi aujourd'hui comment se décline cette privatisation. Alors juste, je vous rappelle à nouveau que, à la différence de ce qui se passe à terre, où vous pouvez avoir des propriétaires qui ne sont pas l'État, vous pouvez avoir des propriétaires privés de la terre, jusqu'à présent, la mer est un espace public détenu par les États, et que la Convention des Nations Unies du droit de la mer, la CNUDEM, fixe des obligations et des compétences aux États. C'est des États qui vont décider aussi bien sur la mer côtière, sur les frontières maritimes, que sur la mer hauturière, d'un certain nombre de règles, et vont prendre des engagements internationaux par rapport à l'exploitation de ces océans. Et ce que l'on note aujourd'hui, c'est que vous avez de plus en plus le pouvoir privé qui est en train d'essayer de se rapprocher de ce pouvoir public. Parce que la manière dont la gestion des océans est conçue, c'est qu'aujourd'hui, c'est le public qui va donner des droits au privé d'exploitation, des droits d'usage, des droits de survol, des droits de poser des câbles sous-marins, des droits de se promener sur la mer, du droit de passage aussi, la liberté du droit de passage. Donc là, c'est la conformation. Et ce que l'on va noter, c'est qu'aujourd'hui, ce pouvoir privé est en train de remonter vers ces États dans un mécanisme que l'on va voir maintenant. Alors, quand on dit privatisation, il ne faut pas confondre. Quand on dit accaparement, il y a quand même 3 phénomènes aujourd'hui qui se déroulent simultanément. Vous avez la privatisation stricto sensu, vous avez la corporatisation, je vais vous expliquer ce que c'est, et vous avez l'accaparement. Alors, la privatisation, vous la retrouvez par exemple au niveau de la production des produits de la pêche avec le développement de l'internationalisation des grandes sociétés de pêche. Vous avez aussi des phénomènes de concentration de sociétés. Aujourd'hui, si on devait faire le point réellement sur le nombre de sociétés privées qui travaillent dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, je pense qu'on doit arriver à 15-20 sociétés internationales. Vous avez des sociétés asiatiques comme Nisui, Thai Union Seafood, Frozen Seafood. Vous avez des sociétés américaines de droit américain, mais qui ont été rachetées par des capitaux asiatiques comme Bumblebee Seafood. Vous avez Cermaq, vous avez Marine Harvest, vous avez
les Hollandais par Leviat et Van der Plas. Enfin bref, les Espagnols, excusez-moi, Pescanova, voilà. Et vous avez comme ça un certain nombre de grandes sociétés qui sont devenues de véritables multinationales. Et ces sociétés sont en train de s'internationaliser, sont également en train d'acheter des droits à produire, qui est la deuxième forme de privatisation. C'est-à-dire que là, historiquement, on pouvait accéder à la production sans payer de contrepartie. Aujourd'hui, vous avez tout un mouvement qui est poussé par l'OCDE, par la Banque mondiale, par les théories de privatisation et les théories néo-malthusiennes de création de valeurs économiques autour du droit à produire. C'est ce qu'on appelait en France les quotas individuels transmissibles, ça vous parle peut-être, qui en fait dit que le droit à produire peut être marchand, on peut le céder, et donc il peut faire l'objet Donc cette activité économique qui produit une forme privée d'exploitation économique se double d'une activité sur les droits à produire. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc ça, c'est ce qui se passe de façon concrète. On retrouve aussi, en termes de privatisation, au niveau de l'environnement, des mécanismes de financiarisation des droits à produire plus généraux et sur la question des services environnementaux. Donc ça relève aussi de la privatisation. Je vous ai cité l'exemple des REDD+. REDD+, c'est un mécanisme où en fait, on va essayer de lutter contre la déforestation en donnant des financements de compensation ou en plantant des forêts en Amazonie. Je vous en parle ici parce qu'on a de bonnes raisons de croire que c'est quelque chose qui va se développer au niveau des océans. Donc là, on est encore sur la notion de privatisation. Et puis, vous avez aussi des actions en termes de compensation environnementale et d'indemnisation environnementale qui sont très proches de ces mécanismes de services environnementaux. Et vous avez même aujourd'hui, en termes de privatisation, on va le voir avec les Seychelles, le développement d'un concept de dette environnementale. C'est-à-dire parce qu'on doit à l'environnement un certain nombre de services environnementaux, on va faire des actions de désendettement, c'est-à-dire on va obtenir des mécanismes financiers en l'échange d'engagement de bonnes pratiques, soit protéger un espace, une zone, voire plus. Donc ça, c'est un peu tout ce que l'on peut mettre sous le terme de privatisation sensu stricto. Vous avez un autre élément qui relève de la... Hop là, je suis allé un peu vite. Un autre élément qui relève de cette privatisation, c'est par rapport à ces acteurs mêmes qui portent ces actions environnementales, notamment au niveau des océans. Vous avez ce qu'on appelle en anglais la corporatisation. Le terme français n'existe pas ou est peu utilisé, donc on va parler de la corporatisation. Corporatisation, c'est quand on va commencer à copier un mode de fonctionnement industriel qui est notamment développé par les grands groupes internationaux industriels. Ce livre, dont je vous recommande la lecture, vous décline ça parfaitement. Il montre en fait qu'un certain nombre de grands opérateurs internationaux de la conservation sont en train, et même, je dirais, de ce qui était connu comme étant des ONG au sens international, qui portaient des actions différentes, pas seulement sur l'environnement, sont en train de grossir, sont en train également d'intégrer des principes de management issus de l'industrie, qui commencent à engager de plus en plus de partenariats avec des groupes industriels, qui rentrent dans une logique de résultats par rapport à leur campagne, de mesure de ces résultats, d'évaluation, et qui vont avoir pour effet de modérer un peu leurs propos. Alors bien sûr, il y aura toujours quelques combats qui seront mis en avant, mais qui vont avoir tendance à modérer leurs propos, ce qui leur permet de créer ces partenariats avec l'industrie, de faire entrer ces grands capitaines d'industrie au sein de leur conseil d'administration, et d'avoir une forme de reconnaissance et d'institutionnalisation. Et ils notent, les auteurs qui sont deux universitaires, un anglais et un canadien, donc ce n'est pas du tout une vision française de la chose, hein. Ils notent également que dans les revendications qui sont portées par ces ONG internationales, on a une atténuation de la remise en cause des principes d'industrialisation pour aller vers la promotion de solutions qui sont soit en lien avec le marché, soit avec la consommation, soit finalement en lien avec des solutions de financiarisation des marchés. Alors pourquoi j'en parle ici? Vous allez me dire c'est bizarre. Parce que en fait,
ils vont devenir vecteurs en fait enfin c'est mon point de vue, et c'est une tendance de fond que l'on retrouve quasiment au niveau international. Et je pense que cette corporatisation de ces opérateurs de la conservation internationale fait que, comme ils vont eux-mêmes devenir gestionnaires d'espaces maritimes, vont porter des solutions liées au marché qui vont accélérer la privatisation. Et le troisième point, c'est les questions d'accaparement. Alors l'accaparement, dans notre cas de figure, c'est l'appropriation de fait. C'est pas forcément du vol, mais parce qu'on met un certain nombre de règles, vous allez vous accaparer quelque chose. Et là, en l'occurrence, ça peut être l'accaparement de ressources. Là, vous avez par exemple le cas des pêches illégales industrielles au large de l'Afrique, où là, elles vont venir de façon illégale et elles vont s'accaparer ces droits à produire. Mais c'est également l'accaparement d'espace par de l'industrie, des industries pétrolières, des industries aquacoles, des industries énergétiques, par exemple d'énergie marine renouvelable, ou des aires marines protégées. Et ce qui est très intéressant, enfin, ça fait partie de la définition de l'accaparement, c'est qu'on va vers un usage unique de l'espace. Voilà. Et donc, en matière de conservation portée par ces trusts caritatifs, puisque c'est quand même le sujet, j'ai presque terminé, on se retrouve sur des mécanismes qui sont liés à l'accaparement et qui en plus sont associés à des évictions de pêcheurs. Alors bon, je vois qu'il faut que j'accélère. Ce qui est important, c'est non pas de diaboliser. C'est pas de diaboliser les aires marines protégées, c'est de mettre en évidence qu'il y a un certain type d'aires marines protégées qui peuvent poser souci. Ce sont celles de grande taille et sans activité de pêche. Pourquoi sans activité de pêche? On peut se poser la question. Alors bien sûr, plutôt qu'une gestion raisonnée de ces activités de pêche, vous savez que la CNUDEM impose des droits de passage et des libertés de passage. À partir du moment où vous pouvez prendre prétexte de conservation pour dire attention, c'est potentiellement un pêcheur illégal ou tel type de pêche est interdite, à partir de ce moment-là, la conservation n'est plus de la gestion, c'est simplement de la gestion spatiale, qui est de dire, c'est le bouton on-off, vous avez le droit d'être là, vous n'avez pas le droit d'être là. Et en l'occurrence, c'est sans pêche, vous n'avez pas le droit d'être là. Et ce que l'on note aujourd'hui, c'est que à côté de ces mouvements de création de grandes aires marines protégées sans pêche, monte en puissance cette thématique de la lutte contre les pêcheurs INN, c'est-à-dire les pêcheurs illégaux, non enregistrés, non renseignés, et avec d'ailleurs un glissement de sens sur qui est réellement INN. Et le débat est pris par ces trusts caritatifs notamment. Alors, pour nous, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que la lutte INN est un vrai fléau et il faut agir contre. Là où c'est un peu plus dérangeant, c'est de voir le type d'actions qu'ils vont faire et qui vont porter ces trusts caritatifs et de voir dans quelle mesure eux-mêmes vont mettre leur propre définition sur l'INN et vont aussi créer des réflexes de culpabilité et de culpabilité potentielle des pêcheurs. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est de voir qu'aujourd'hui, dans les eaux internationales, il y a une forte pression, notamment de Pew, pour créer des grandes aires marines protégées dans ces eaux internationales. Donc pour nous, ça correspond à des grands mécanismes d'accaparement des océans vers un usage unique qui serait celui de la conservation, en tout cas sous contrôle de conservation. Et avec une tendance aujourd'hui qui est également très compliquée pour nous, et qui est l'apparition d'un courant qui va promouvoir les aires protégées privées. Alors, c'est le dernier rapport de l'IUCN sur cette question-là. Ces aires protégées privées existent à terre. Vous avez des gens, des propriétaires terriens, qui vont créer des aires protégées terrestres. Là où c'est très intéressant, c'est de voir quelle déclinaison ils envisagent au niveau marin. Et là, vous vous rendez compte que c'est vendu comme une démocratisation de la conservation, puisque la démocratisation, c'est le pouvoir privé, porteur de la société civile dans la philosophie américaine, qui va être porteur et non plus l'État. Donc c'est vendu comme quelque chose de très positif et comme quelque chose qui doit se développer au niveau des océans dans une forme de délégation des pouvoirs publics vers ces pouvoirs privés. Et dans ce rapport, je vous ai mis un certain nombre d'extraits très rapides, on va les voir très rapidement. C'est qui sont les propriétaires de ces aires protégées privées.
Alors, on aurait pu penser que ça aurait pu être des communautés de pêcheurs, par exemple, qui auraient mis en place la cogestion. Ils n'apparaissent absolument pas. Vous allez retrouver les trusts caritatifs, des entreprises qui font des profits, donc c'est-à-dire issus du monde entrepreneurial, qui mènent notamment des activités d'écotourisme, voire des institutions religieuses ou des individus qui ont mis un petit peu d'argent pour protéger la nature, c'est-à-dire que vous avez par exemple aujourd'hui Conservation International qui vous propose de faire un don et de devenir propriétaire de quelques mètres carrés dans des aires protégées et dans des aires marines protégées. Donc, c'est ça la philosophie qu'il y a derrière autour de qui possède ces partenariats publics-privés, ces aires protégées privées. Et au niveau, il y a un acteur qui est The Nature Conservancy, qui depuis 2000 les a mises en œuvre au niveau des océans avec ce qu'ils appellent les accords de conservation marin. Et on voit bien qu'en fait, ils disent qu'ils obtiennent un résultat en termes de gestion en donnant des contreparties privées. Et que pour eux, parmi les 265 cas qu'ils recensent aujourd'hui, qui sont de petite taille, de grande taille, ça passe par des accords spatiaux. Donc à nouveau, on retombe sur ce mélange avec cet aspect spatial, et ça se fait contre rétribution de ces services. Donc on va payer des gens pour accepter de reculer. Et ça se fait sur une base privée, dans une forme de délégation du public vers le privé. Alors vous allez dire, pourquoi j'arrive au debt swap? Le debt swap, c'est des apurements de dettes. Aujourd'hui, à l'initiative de Conservation International, vous avez un mouvement de désendettement des Seychelles. Et ça se passe au niveau, par exemple, du Club de Paris. Donc vous allez voir tous les débiteurs, le gouvernement français, le gouvernement du Royaume-Uni, qui sont les principaux débiteurs de la République des Seychelles, et qui vont mettre en place un apurement de dette publique qui va être réalisé en échange d'un engagement des Seychelles à créer des aires protégées terrestres. Et les Seychelles ont pris l'engagement de protéger 50% de leur territoire terrestre, ainsi que la création d'aires marines protégées. Et là, c'est 200 000 km² qui vont être protégés. Pourquoi c'est intéressant de le voir? Parce que vous avez, d'abord, c'est venu à l'initiative d'un trust caritatif, et pas forcément des Seychelles. Le trust caritatif devient médiateur entre des puissances publiques. Et puis, le trust caritatif va devenir un fédérateur pour créer un trust fund. C'est quoi un trust fund? C'est comme ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire de l'argent qui va être immobilisé, qui va travailler, donc là, il pense à 80 millions de dollars, qui va produire des dividendes, et ces dividendes-là vont venir compenser économiquement. Et ce trust fund va être abondé par des crédits de la Banque mondiale, par des dons publics et par des dons privés. Et cette mécanique-là, vous la retrouvez également aujourd'hui à Kiribati, et c'est quelque chose qui est en cours de développement à l'initiative de Conservation International. Et là, la manière dont c'est justifié, c'est là où c'est vachement intéressant, c'est qu'on vous vend pêle-mêle des argumentaires de lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il est bien connu que les océans permettent de lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi un argumentaire majeur qui est vendu aux États du Pacifique pour protéger leurs aires marines, leurs zones économiques exclusives. Vous avez peur d'être inondé par la montée du niveau des océans, donc protégez-vous, créez des aires marines protégées. Sauf que ces aires marines protégées sont là pour réguler un phénomène, mais n'arrêtent pas le phénomène de la pollution carbonée. Il n'y a jamais de remise en cause du modèle de production carbonée. On le vend aussi comme étant la biodiversité des océans, et aujourd'hui on a un glissement de sens entre gestion durable de la pêche et biodiversité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc ça devient vecteur un petit peu d'argumentaires qui deviennent de plus en plus compliqués à comprendre, ça devient une espèce de vocable tout fait. Et quelque part, il y a aussi la création de cette notion d'endettement et finalement d'apurement des comptes via la mise en place de comportements vertueux d'État. Et on est un certain nombre de personnes à penser qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on a créé des marchés ex nihilo de droits à polluer, on va probablement, dans l'avenir, en plus de la dette publique, créer des dettes publiques environnementales, et que ça, ce sont les prémices de cette financiarisation de ces mécaniques, de ces mécanismes. Et ces debt swaps sont en train de se mettre en place dans au moins 4 pays aujourd'hui. Donc au niveau de Palau, et ça vient pour financer, et pour au niveau de Palau, de Kiribati, des Seychelles, et probablement d'un ou plusieurs États africains que je ne vais pas vous citer ici. On voit que là, vous avez une initiative privée
la création de ces mécanismes qui sont totalement basés sur les marchés privés, la création d'idées d'endettement, la création de servitudes et de financement de services écosystémiques, alors que les services écosystémiques et le paiement des services écosystémiques n'ont rien à voir avec ces approches-là. Considérer que la nature rend des services écosystémiques, c'est les prendre en compte pour arbitrer sur des politiques publiques, pour faire en sorte qu'on va éviter de les annihiler. On ne met pas de financiarisation derrière. Et là, ça commence à naître dans une espèce de vocable qui commence à être assez mal maîtrisé. Alors, je vais accélérer. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette privatisation des océans est en train de combiner des acteurs, des thématiques, et va combiner à la fois des mécanismes spatiaux, des mécanismes de marché également, et d'institutionnalisation des pouvoirs privés. C'est pour ça que je vais vous parler de corporatisation. Parce que finalement, grâce à cette corporatisation, vous devenez très proche de certains industriels ou très proche de pouvoirs privés, qui sont les fondations privées, et on vous met quasiment au rang d'État pour pouvoir avoir voix dans le concert de comment utiliser les espaces maritimes. L'objectif semble être de diminuer la taille des activités primaires et donc d'accélérer la privatisation et ces phénomènes, je dirais, de concentration des pouvoirs, concentration du nombre d'opérateurs et finalement la création de grandes multinationales qui vont être productrices de commodités qui, elles, pourront elles-mêmes être gérées par d'autres mécanismes de marché. Et puis, dans le concert aujourd'hui de cette privatisation, on nous assène des notions de croissance économique potentielle, ce qui est certainement une très bonne chose. Mais en sous-jacent, ce que l'on sent énormément, c'est la création de marchés financiers et de marchés spéculatifs financiers, notamment autour des droits à produire, mais qui pourraient être pas seulement au niveau de la pêche, mais au niveau d'espaces maritimes. Et pourquoi pas imaginer demain une compensation financière avec des droits au niveau du plancton ou ce genre de choses. C'est tout à fait envisageable. C'est pas encore aujourd'hui, on est vraiment au niveau des prémices. Voilà, j'en ai terminé. Tout ça pour vous dire simplement que je pense qu'il y a peu d'acteurs aujourd'hui qui associent tous ces mécanismes. Les océans, demain, ça va être la foire d'empoigne. C'est déjà la foire d'empoigne, mais vous allez avoir des positionnements privés et de la privatisation à des niveaux, je pense, que personne ne peut imaginer dans cette salle, même nous, qui les suivons finement. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Je voudrais des précisions sur votre système d'appurement de la dette, là, puisque, si on reprend l'exemple des Seychelles, l'argent qu'il doit lui a été prêté soit par d'autres États, soit par des gros organismes financiers internationaux. Quand Conservation International souhaite un appurement de la dette, ça veut dire qu'il va se substituer, c'est-à-dire que c'est lui qui va remplacer l'État ou l'organisme international prêteur, ou sinon, quel est l'intérêt pour un État qui a prêté de l'argent aux Seychelles de dire bah voilà, je renonce à ce que j'ai prêté pour en échange obtenir des AMP? Il y a les deux. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'ils vont être opérateurs de désendettement à travers le Trust Fund. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont agréger d'autres, ils vont servir d'intermédiaires avec d'autres trusts caritatifs qui vont venir abonder. Ça s'est vu notamment au niveau de Kiribati, mais ça se fait au niveau des Seychelles. Et vous savez qu'au niveau de la Banque mondiale, il y a un certain nombre d'engagements comme le partenariat global pour les océans. Vous avez aussi la Banque mondiale aujourd'hui porte le Global Environmental Fund. Donc il y a déjà les thématiques environnementales sont retenues par les bailleurs de fonds internationaux qui sont prêteurs comme étant des mécanismes vertueux et pouvant rentrer en ligne de compte de la même manière qu'on pouvait faire des ajustements structurels par rapport à l'utilisation. Les critères environnementaux rentrent aujourd'hui en ligne de compte pour que des bailleurs de fonds décident d'effacer, de faire des programmes d'effacement de dette. Donc c'est les deux. Ils vont à la fois intervenir sur un fonds de compensation en direct et aussi, surtout, obtenir par effet de levier de l'appurement de dette. Un État peut considérer qu'il abandonne sa dette pour plein de raisons. Parce qu'il considère que le partenaire en face a fait un effort, quel qu'il soit. Et là, l'effort, c'est sur les océans, sur la gestion environnementale. Sachant que Conservation International joue avec l'argent des autres, entre guillemets. C'est-à-dire qu'eux, ils ne font qu'un effet de communication. Ils
portent une idée, ils portent le concept, la méthodologie du concept, mais finalement, ils mettent peu d'argent. Ils servent surtout d'effet levier pour conduire en fait l'action d'État, quoi. Parce que l'apurement de dette va être très supérieur aux 80 millions de dollars qui seront mobilisés dans le Trust Fund. Moi, j'abuse du micro parce que je l'ai. Vous nous avez donné beaucoup d'exemples en Asie. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du phénomène de privatisation des océans sur nos côtes, ici ? Aujourd'hui, je vous ai dit, dans la privatisation, vous avez l'accaparement. Et un usage unique de l'environnement marin, aujourd'hui, conduit à une forme de privatisation. Et je pense que, loin de moi l'envie de jeter la pierre aux énergies marines renouvelables, mais si on regarde la manière dont c'est mis en œuvre dans la mer du Nord, notamment par l'Allemagne et surtout par le Royaume-Uni, ce sont des zones sur lesquelles il n'y a que des aires marines, des zones de production d'énergie marine renouvelable. Donc, je ne dis pas que c'est porteur. Je pense qu'aujourd'hui, les développeurs de l'éolien en mer notamment, mais il y a d'autres formes d'énergie, ne veulent pas sciemment évincer des opérateurs. Je pense aussi qu'au niveau du pétrole, il n'y a pas nécessairement une volonté de mettre des pêcheurs dehors. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, des concessions pétrolières existent et sont de grande taille. Donc ça ne facilite pas la mixité des usages. Vous avez des fermes éoliennes, notamment en mer du Nord, qui sont de grande taille, sans mixité des usages. Et ça, pour moi, c'est une forme de privatisation. C'est le côté grand et de rendre incompatibles les usages, la mixité des usages. J'ai conscience que ça peut vous paraître confus, que ça peut vous paraître partir dans tous les sens. Pour nous, arriver déjà à ce niveau de simplification, ça a été un travail énorme, parce que c'est masqué derrière des termes. C'est quelque chose qui s'étale sur plusieurs dizaines d'années. Mais je pense qu'on ne se trompe pas trop en termes de conclusion sur la combinaison de tendances. Là, on a des trajectoires aujourd'hui qui se dessinent, qui sont des trajectoires qui mélangent ce pouvoir privé, cette volonté de maîtriser la décision publique, voire de lui enlever sa substance, tout en copiant ces mécanismes institutionnels. Et je pense qu'il faut être très très prudent et mettre en place des garde-fous pour pouvoir éviter que ces scénarios catastrophes se réalisent, quoi. Et je pense que nous avons une vision de l'écologie qui est fortement attachée de notre histoire française, de la manière d'avoir vu l'écologie de nos ONG, de nos militants de terrain, tout à fait respectable. Et je pense qu'on a un milieu d'imaginer ce que c'est l'écologie anglo-saxonne, de ces grands mouvements, et de voir à quel point aujourd'hui ces grandes tendances sont en train de prendre le pas sur une vision européenne, en tout cas latine, de cohabitation de l'homme et d'une gestion raisonnée par l'homme de ces espaces. Tout ce que j'ai dit, c'est absolument pas un blanc-seing donné à la pêche. Ça ne dispense pas à la pêche de faire ses progrès, son action. Mais l'objectif était de vous montrer cette vision anglo-saxonne qui est en train de prendre une ampleur au niveau des grandes organisations internationales et qui ensuite nous retombe comme ça en cascade via des grands engagements et qui vont ensuite être co-signés par des États et ensuite qui vont être suivis par ces trusts caritatifs qui vont demander l'application de ces engagements internationaux au niveau plus régional, puis au niveau d'État, et qui obtiennent des signatures et qui petit à petit gagnent le pas, qui prennent le pas. Mais nous, à notre échelle, là, à notre échelle humaine, ici, à Lorient, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? À partir de ça, on se sent complètement impuissant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment agir ? Déjà comprendre ce qui est en jeu, c'est déjà, à mon avis, quelque chose qui est... Je pense que la présentation de ce type de grilles de lecture, qui sont loin d'être des grilles de lecture complotistes, parce qu'elles sont renseignées par beaucoup d'auteurs universitaires notamment, déjà en prendre conscience, c'est quelque chose d'important, à mon avis. Ensuite, vous êtes une société civile, la véritable, et je pense... vous devez investir ce dialogue-là aussi, mais en tout cas, ça vous met plus à même de comprendre quand vous avez une attaque en réputation qui est menée contre
contre un secteur productif. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'exonérer de tout et n'importe quoi, mais l'attaque en réputation ne marche que parce qu'il y a un public pour cette attaque en réputation. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière sur la question de la mixité des usages qui me paraît importante? C'est beaucoup une question d'échelle. Vous avez dit d'ailleurs, voilà, c'est trop grand. Est-ce que vous pouvez préciser quelle est pour vous l'échelle? À quelle échelle la question de la mixité des usages doit être pensée concrètement, en termes de dimension, pour que ça marche? Pour que ça marche, à partir du moment où un usager présent sur le milieu se voit repoussé de ce milieu-là, dont il tirait sa richesse, et à partir du moment où il n'a plus de voie de repli que d'arrêter son activité ou de partir ou de concentrer son effort de pêche, par exemple si c'est des pêcheurs ou des aquaculteurs, si leur activité est mise en péril, pour moi, c'est déjà une échelle à partir de laquelle il faut commencer à réfléchir à la notion de mixité. On peut avoir, on va prendre un exemple, en baie de Saint-Brieuc, vous avez la zone de la Haut-Renne qui doit faire de mémoire même pas 1 kilomètre de long par 2 kilomètres. Avoir créé cette zone de protection n'empêche pas les pêcheurs de travailler autour et ça n'a pas changé leurs usages majoritairement. Demain, vous allez avoir une pression qui va être importante. Je pense à certains champs éoliens qui peuvent être, par exemple, sur des bancs de coquilles Saint-Jacques dans la baie de Seine. Et vous avez des flottilles qui ne vont plus du tout pouvoir travailler parce qu'elles ne pourront pas traverser ce champ éolien ou n'auront pas de voie de repli sur la côte. Ça peut être un des scénarios catastrophes. Je ne pense pas qu'on en soit là, mais c'est un exemple. Là, la taille devient impactante. C'est parce que l'acteur économique présent traditionnellement sur le milieu n'a plus de voie d'échappatoire. Mais je ne suis pas le seul à avoir une réponse. D'autres personnes peuvent donner leur propre définition. Alain ? On peut avoir une activité, l'exemple de la Haut-Renne est cité, on peut créer une réserve qui est une réserve intégrale, qui peut avoir un effet positif pour l'activité d'à côté. Bon, elle peut avoir un effet positif pour l'activité de pêche. Elle n'est pas une activité excluante. Hein. Vous pouvez avoir des activités qui améliorent en fait le fonctionnement du système et qui n'excluent pas. Moi, je pense qu'effectivement, c'est au niveau au niveau des groupes locaux, des communautés, ce qu'on peut appeler dans le langage anglo-saxon, des communautés locales qui se trouvent impactées et exclues. Voilà. Mais c'est pas. On peut imaginer aussi, par exemple, si on prend l'histoire des éoliennes. On pourrait imaginer très bien que, par exemple, les pêcheurs investissent dans le secteur éolien et compensent une partie de leur perte sur l'activité de pêche par la participation à l'activité productrice d'énergie. Bon, tout ça, c'est du jeu collectif, quoi. Hein. Là, on n'est pas dans une démarche d'exclusion, on est dans une démarche d'intégration. Intégrer de nouvelles activités dans un fonctionnement d'un système économique sur le plan local, quoi. Là, déjà, vous avez simplifié, et il faut être attentif pour comprendre, mais à la fin, c'est tellement imbriqué que faut être une grosse tête pour arriver à déchiffrer le système, pour voir. Alors, quand on fait un pas, on ne sait même pas dans quel sens on va. Il y a des politiques quand même locaux qui doivent connaître la problématique de la pêche ou des fonds sous-marins. Hein. Si on parle du golfe de Gascogne, on n'est pas sur les côtes de Mauritanie où tout le monde fait tout et n'importe quoi. Là. Alors oui, j'avais une question quand même. La zone des 200 000, c'est quand même un rempart à tous ces abus parce que c'est des lois internationales
ce sont les gouvernements qui gèrent tout l'intérieur de cette zone. Alors, un trust venir là-dessus, c'est quand même le gouvernement. Les États sont souverains sur la mer entière, quelque part. Simplement, ils le font, au-delà des 200 000, ils le font dans le cadre de commissions régionales de pêche ou dans le cadre de la CNUDEM. Il y a des entités. Après, si vous avez signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, vous avez voix au chapitre, même sur la mer au-delà des 200 000. Et donc non, alors d'abord, la frontière des 200 000, elle peut être assez mouvante. Hein. On peut passer à 350 si on prend que le plateau continental. Et il n'y a pas de limite, je pense. Et justement, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces trusts caritatifs utilisent l'argumentaire de la conservation pour arriver à mettre en place une norme qu'ils vont maîtriser. C'est des techniques absolument classiques en termes de guerre économique. Et ils le font avec l'image de la société civile. Et on voit au chapitre à ce titre-là, aussi bien à l'échelle internationale qu'à l'échelle européenne, par exemple. Et du coup, la réglementation européenne va s'appliquer de facto au niveau national. Mais ils peuvent aussi... Un endroit où il n'y a pas de réglementation européenne, c'est la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, Conservation International et Pew sont rentrés dans les organes du parc marin de la mer de Corail. Ils font partie du comité de gestion, donc ils vont participer aussi, en tout cas ils auront leur mot à dire en tant que représentants de la société civile. C'est comme ça que c'est vendu, et ils ont recruté des Français qui sont peut-être pas conscients de tout ça non plus, j'en sais rien, c'est pas mon problème, mais ils arrivent à rentrer dans tous les espaces laissés dans le cadre d'une démocratie, et c'est normal. Il ne faut pas les mettre dehors non plus. Simplement, il faut savoir qui parle et qu'il avance à visage non masqué, quoi. C'est un petit peu le sens. C'est une des manières de contrecarrer, c'est-à-dire savoir exactement, quand tu parles, toi, qui tu es, quels sont les intérêts que tu représentes. Sachant que derrière un trust caritatif, c'est très difficile de savoir quel est l'intérêt qu'il représente. Il n'est pas en train de défendre un intérêt privé, quoique on n'en sait rien. La fondation Packard, c'est quand même la production de hardware informatique, et l'intérêt privé sur l'attention qu'il y a sur les terres rares, c'est pas anodin. Pew aujourd'hui n'est plus un pétrolier. Par contre, la famille Pew a peut-être encore des actions dans le pétrolier, mais va plus être opérateur d'une compagnie pétrolière. Et encore, ils ne sont plus opérateurs que depuis octobre 2012. Ceci dit, vous ne les voyez jamais. Dans la réforme précédente, vous ne voyiez pas souvent. Ils affichaient leur coordination d'ONG locales. Donc tout ça, ça jette un voile, un flou, et c'est pas évident de savoir à qui on a affaire. Mais aujourd'hui, on a rien n'empêche à un trust caritatif de monter une antenne d'une ONG locale et de mettre des Français dedans et de participer à notre démocratie. C'est tout à fait normal. Donc il n'y a pas de protection de la zone des 200 000. Actuellement, on parle de transparence. Quelle est la position des États en général là-dessus ? Eh ben, on peut dire ce qu'on veut des États-Unis, les diaboliser ou être... eux, au moins, ont mis en place un système de transparence, puisque vous arrivez à accéder à la comptabilité de ces trusts caritatifs, au moins sur la partie nationale, américaine. Par contre, quand ils sont en train d'agir à l'international, vous savez simplement par grande zone géographique. Mais maintenant, quels sont les niveaux de transparence exigés des ONG ou des associations de l'O 1901 en France ? A priori, si elles ne publient pas spontanément leurs comptes, il n'y a qu'une enquête de la Cour des comptes, dont vous n'aurez pas les détails d'ailleurs, qui viendra en certification. Et ce que l'on peut voir, c'est que je ne dis pas que toutes les ONG sont comme ça, il y a des ONG très vertueuses, hein, il n'y a aucun problème, mais c'est certain que tracer les fonds n'est pas quelque chose d'évident. Et encore, même tracer les fonds, vous renseignerez, il y a plein de manières de rendre opaque un transfert de fonds. Il suffit de passer par 2 intermédiaires ou 3 intermédiaires caritatifs pour en final arriver à l'action. Je pense qu'il faut combiner la lecture des messages portés par les gens, savoir qui il y a derrière, qui porte ces messages. Et je pense que c'est aussi important de décoder les messages et de savoir qui émet les messages que de savoir d'où vient l'argent. Et je pense qu'en France, on va toujours chercher qui finance. Mais aujourd'hui, il y a 50 000 manières de rendre opaque l'origine d'un financement. Par contre, qui parle et pourquoi il dit ça,
Et qui a écrit ce message? Et finalement, on se rend compte que toi, tu me parles, mais en fait, le message a été conçu par quelqu'un d'autre et que c'est coordonné au niveau international. Et ça, c'est beaucoup plus puissant, à mon avis, en termes de transparence. Et ça, n'importe qui peut le faire à partir du moment où il se met un petit peu à l'anglais et suit. Non, parler anglais, ça suffit déjà. Qui? Mais vous prenez la coordination Marée Noire, par exemple. Ce sont des gens de... c'est des citoyens comme vous, et puis autour de vous, il y a des gens qui parlent anglais, et puis vous pouvez les questionner aussi. Mais c'est une des raisons pour lesquelles ça a du succès, c'est parce que la faible pratique de l'anglais par tout le monde fait que... voilà, parce que tout est transparent, on n'a pas mis des agents secrets, enfin, il n'y en a pas eu beaucoup, pour nous renseigner sur les motivations. Tout est écrit, c'est ça qui est le pire. C'est dispersé, mais tout est écrit, tout se trouve sur Internet. Y compris et tout est sous vos yeux, mais dispersé. Il y a peut-être aussi à prendre en considération la défiscalisation qui joue un rôle très important et qui aboutit à, on l'entend tous les jours, à rendre le pouvoir politique à peu près sans pouvoir par rapport à des groupes qui échappent à tout contrôle démocratique. Et finalement, il y a des choses qui s'imposent sans qu'on puisse intervenir par la citoyenneté, par exemple. Donc on est dans une situation de démocratie sans citoyenneté, avec une privatisation des décisions. Et je crois que ça, c'est peut-être le moyen d'agir aussi. Et que beaucoup d'ONG en servent finalement à affaiblir les États en détournement des fonds qui ont d'autres rôles finalement que ce qu'on voudrait bien qu'ils aient. Alors, je vous suis, sauf juste à la fin, parce que je ne dirais pas beaucoup d'ONG. Je pense que c'est un nombre limité d'institutions qui s'appellent aujourd'hui des ONG. Il y a beaucoup d'ONG qui sont pas porteurs de cette puissance, si vous voulez. Donc, je n'y mettrai pas le terme ONG. Par contre, je partage ce que vous avez dit, c'est qu'à partir du moment où vous avez une défiscalisation, c'est vous qui la payez, vous, contribuables. C'est vous qui financez l'absence de ressources financières. Et je pense que dans l'article du Monde diplomatique, c'était chiffré à 56 milliards. C'est ça, là, je ne sais plus. C'est mentionné. L'économie, l'exonération fiscale est de l'ordre de 56 milliards de dollars au niveau des États-Unis. Et effectivement, c'est des ressources financières en moins. Et en même temps, c'est un vecteur qui n'est pas que caritatif. C'est là où on peut questionner. Mais effectivement, je pense que c'est aussi deux conceptions de la société différentes qui s'affrontent aussi quelque part. On a une conception plutôt latine et puis une conception anglo-saxonne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cohabitation non plus et que l'une des tendances est en train de prendre l'ascendance sur l'autre, je trouve. Quand on voit en ce moment les traités, le TAFTA, qui est en cours de discussion ou de signature, et que c'est le droit privé qui prébrasse la justice des pays, je crois que ce sont les multinationales qui gagneront. Surtout si on n'agit pas. Je peux dire aussi aux gens qu'il y a en ce moment une signature au niveau européen, enfin une pétition qu'il faudrait signer au niveau européen pour essayer d'agir sur nos élus. On n'a que cela d'ailleurs pour agir. Oui, vous avez parlé tout à l'heure, présenté le projet d'aires marines protégées dans les Seychelles, si j'ai bien compris, avec une exclusion de droits de pêche ou... Ce serait sans pêche. Ce serait sans pêche. 200 000 km² sans pêche. C'est certain, ça. Mmh. Et ça serait un sanctuaire, ils appellent ça. Comment? Ils appellent ça un sanctuaire. D'accord. Parce qu'on a les aires marines protégées en Europe qui n'interdisent pas les activités de pêche. En France, on est même lanterne rouge en surface d'aires marines protégées. Enfin, peut-être pas lanterne rouge, mais on sait qu'on est, par rapport à l'Italie, par exemple, on a très peu d'aires marines protégées. On a le parc marin d'Iroise, par exemple, où les activités humaines ne sont absolument pas interdites. Et je crois que c'est exemplaire, où l'objectif de ce parc marin, c'est concilier les différentes activités. Et je pense que, en même temps, c'est important de développer ces aires marines protégées telles qu'on les entend en Europe. Bon, sinon, par rapport aux Seychelles, je me demande aussi, par rapport à ce pays, quelles étaient les retombées économiques de la pêche industrielle dans la mer des Seychelles, jusque-là.
vous nous dites qu'en échange, on va leur proposer une diminution de leur dette, de leur endettement. Mais quelles étaient les retombées économiques de la pêche industrielle, la pêche au thon en particulier, dans la mer des Seychelles, pour cet État? Alors sur les aires marines protégées, en fait, vous savez que vous avez une classification internationale des différents suivant les niveaux de protection. Et c'est vrai que la conception française des aires marines protégées est celle d'une voie de progrès vers les différents acteurs et aussi d'une gouvernance qui inclut des acteurs terrestres qui ne sont pas que l'État. Et donc ça, c'est vrai que c'est un mécanisme intéressant. Et effectivement, le parc marin d'Iroise est quelque chose qui est assez exemplaire pour l'instant, parce qu'ils sont aussi laissés le temps pour discuter avec les acteurs. Et je trouve qu'effectivement, on va vers du mieux. Pour les Seychelles, vous savez qu'il y a trois niveaux de retombées de l'activité tonnière. Vous avez des conserveries qui emploient des Seychellois. Vous avez les licences de pêche et vous avez les taxes portuaires, parce qu'ils hébergent des flottilles. La zone de 200 000 km² n'est pas toute la ZEE des Seychelles, contrairement au Chagos. Donc, et on est sur une ressource qui se déplace, une ressource migratrice. Maintenant, je ne sais pas, compte tenu des agrégations spatiales et de ce que ça représente, est-ce qu'effectivement ça aura un impact sur les activités de pêche et sur les licences de pêche? Ça, je ne peux pas vous dire. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au niveau des Chagos, quand ils ont interdit toute activité de pêche, ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient quand même pas mal d'activités de pêche dans la ZEE et qu'ils se sont rendus compte qu'ils perdaient un certain nombre, je crois que c'était de l'ordre de quelques millions d'euros de licences de pêche, et qu'ils essayent de les compenser. Et d'où l'intérêt d'un trust fund de 80 millions de dollars, parce que les fonds qui vont produire en dividendes sont censés compenser la baisse des recettes des licences de pêche, comme à Kiribati. C'est-à-dire qu'on vous met du clé en main, quelque part. On enlève, mais vous avez tout, rien ne vous empêche d'aller dans ce chemin-là, puisqu'on vous compense. C'est ça l'idée. Bon, moi, je voulais dire merci au passage, mais je suis un peu surpris par une terminologie là que tu nous parles d'une politique ou d'une conception anglo-saxonne par rapport à une conception latine. Moi, je suis militant de gauche et je trouve qu'on a en fait une conception libérale face à une conception sociale. Et le problème qu'on a, c'est bien que, on voit bien que c'est la conception libérale qui domine, qui l'emporte. La conception libérale, pour moi, militant de gauche, c'est le loup dans la bergerie et que c'est la loi du plus fort. Et là, on voit bien qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on est un peu matraqué. Là, et justement, tous les jours, on a un matraquage comme ça. Moi, sur mon mail, régulièrement, on m'invite à signer des choses pour sauver la planète et autres. Ça commence à me gonfler sérieusement parce que derrière tout ça, on voit bien que c'est pas toujours neutre, c'est pas forcément transparent, c'est pas forcément objectif sur le plan scientifique, même si la science, l'objectivité, c'est quelque chose de mouvant, comme tu l'as dit d'ailleurs. Donc, on détient pas la science infuse parce qu'on est un scientifique ou un politique d'ailleurs. Et donc là, ce qui interpelle, c'est ce matraquage qu'on subit tous les jours et sur lequel, personnellement, moi, je ne sais plus quoi faire, quoi, franchement. Quand on a, Bloom, qui tous les jours nous matraque sur la pêche profonde ou des choses comme ça, la question de la désinformation, parce qu'on a affaire à plus fort que nous, quoi. Moi, je vois les choses comme ça. Et sur les aires marines protégées, je dirais volontiers un mot. D'abord sur celle des Chagos, parce que c'est un des plus grands scandales du XXe siècle. On a délibérément viré des communautés de pêcheurs parce que les États-Unis voulaient faire une base aérienne et militaire à condition qu'il n'y ait plus personne pour ne pas avoir d'ennui. Résultat, on a chassé les gens. Et maintenant, on a une base américaine. Bon, les Américains sont contents, les Anglais aussi. Je pense que financièrement, ils n'y ont pas perdu, parce que les Américains doivent quand même payer un loyer assez cher. Mais bon, je ne suis pas dans le secret des dieux. Et de manière générale, sur les aires marines protégées, c'est pas dans une aire marine protégée qu'il faut protéger la mer. C'est partout, toute la mer. Donc, la notion d'aire marine protégée, pour moi, c'est une façon de gérer les espaces à des niveaux différents, parce qu'il y en a qui méritent d'être plus protégés ou qui méritent des coordinations peut-être plus importantes que pour d'autres. Mais globalement, c'est toute la mer qui devrait être une aire marine protégée, avec des endroits où il faut une protection exclusive, pourquoi pas, et d'autres endroits où il faut de la cogestion.
Donc c'est vrai que le terme d'aire marine protégée représente des tas de choses très diverses, et que c'est pas les endroits où et que c'est pas de faire plein d'aires marines protégées qui va conserver la mer. Ça, j'y crois pas du tout. Ça aussi, c'est de la langue de bois, quoi. Voilà. Je sais pas si tu voulais faire une réponse à ça. C'était pas sous forme de question. C'était une question. Moi, je voulais alors faire une remarque. Je ne sais pas s'il y aura une question au bout, mais c'est par rapport à la connaissance en fait de la population civile sur ce sujet-là. Je faisais un peu le parallèle, moi, avec tout ce qui est agricole, médical, pharmaceutique, donc tout ce qui est un peu plus connu, on va dire, sur le poids des multinationales, sur l'achat des terres, les brevets, etc. Moi, ça me fait penser exactement à ça. Sauf que ce domaine-là, je le trouve vraiment très, très mal connu, en fait, très mal. Et c'est vrai, quand il y a eu cette pétition qui a été portée par Pew et signée par bon nombre de personnes que je connais qui ont une sensibilité, qui parlent justement de leur indignation face à cette libéralisation au niveau agricole, au niveau, dans plein de domaines, c'est vrai que c'est difficile de se faire une idée quand on n'a pas vraiment tous ces tenants aboutissants. Et donc, une question pourrait être éventuellement comment amener à la connaissance d'un maximum de gens, comme ça peut être fait par des associations comme ATTAC ou voilà, comment on peut justement essayer de vulgariser et amener à la connaissance en fait tous ces systèmes également sur le milieu marin. Le problème que je vois, moi, c'est bon, d'abord il y a une implication militante d'un certain nombre de personnes pour essayer de commencer à donner des grilles de lecture, même ultra simplifiées, qui sont pas du tout ultra simplifiées, mais je pense que il va falloir que les gens investissent sur le complexe un minimum. On peut pas. Les océans, c'est pas une dimension qui est connue, c'est fluide. On sait même, la plupart des gens ne voient pas ce qu'il y a sous l'eau. Ils imaginent même pas qu'il peut y avoir des paysages sous-marins à part les photos idylliques de coraux. Ils ne voient pas de dimension à cet espace-là, et encore moins de dimension historique de ce qui s'est passé avant, d'où on vient, vers quoi on va. Donc je pense qu'il y a ce dont on se plaint tout le temps, c'est de la faiblesse de la compréhension du fait maritime, en fait. Et je pense qu'il faut rester peut-être sur des signaux d'alerte en disant ne soyez pas perméables effectivement à des diatribes qui sont portées par des gens qui en fait portent un message qui sont de dire il faut faire attention à ça, alors qu'ils sont eux-mêmes vecteurs de la menace entre guillemets. Mais je pense que ça passe simplement par du dialogue citoyen pour prendre le temps de décoder. Mais la grande difficulté, c'est que d'abord, c'est une cible facile. Hein. Jackie Bonnemain l'a dit, personne n'y comprend rien sur les océans, personne ne comprend un pêcheur, et un pêcheur, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc, quand il va rentrer, il va voir rouge, il va péter dans tous les sens dès qu'il va se faire agresser. Et donc, c'est que du pain béni, quoi. On le mène où on veut. Donc les océans, c'est une cible médiatique facile et porteuse en plus. Il suffit de quelques bons films bien tournés, qui sont magnifiques au demeurant. Mais voilà, je pense que l'éducation... Il y a un centre océanographique en France, c'est à Boulogne, qui présente la mer du point de vue de l'exploitation humaine. Ça, je trouve que c'est des vecteurs qui sont intéressants. Mais tant il faut sortir de Thalassa à la papa, excusez-moi de le dire comme ça, et il faut revenir, il faut réactualiser les grilles de lecture de la privatisation des océans. Aujourd'hui, on nous vend la croissance bleue, personne ne sait de quoi on parle. Personne ne mesure les conséquences. D'un, ça n'existe pas réellement encore. Le pétrole offshore, on le fait, on est acteur, mais pas dans nos eaux. Donc ça passera par la vulgarisation, c'est sûr. Mais c'est pas une tâche facile. C'est pas une tâche facile. Déjà, nous, on a du mal à y comprendre quoi que ce soit. Là-dedans, c'est des trajectoires potentielles qui s'appuient sur ce qu'on voit un peu partout dans le monde, qui ne sont pas forcément toutes exprimées dans les eaux européennes. Alors, va expliquer ça. C'est sûr qu'il y a un véritable enjeu. Et pour eux, en face, c'est très facile parce qu'il suffit de prendre...
Aujourd'hui, ils nous vendent des aires marines protégées comme étant l'outil de lutter contre le réchauffement climatique, sans même. On ne met pas du tout en cause, on remet pas du tout en cause la production carbonée, l'acidification des océans. On dit protéger un espace de kilomètres carrés, ça va vous éviter que l'océan monte. C'est ça le niveau des messages ultra simplifiés. Il y a une base militaire ou il y a autre chose, mais c'est comme ça que ça passe. Et en face de tels messages, comment décoder et réexpliquer les tenants et les aboutissants? On part de loin, hein, c'est sûr. Moi, je ne suis pas très optimiste en l'occurrence. Je pense qu'on va le subir. Quoi qu'on fasse, on va subir cette privatisation. Il faut juste ne pas être trop dupe et être capable, à une échelle locale, effectivement, de pouvoir rétablir des vérités et arrêter de signer des pétitions sans savoir ce qu'on signe. C'est pas parce qu'on a fait des études un minimum, qu'on vit dans une ville, qu'on se croit éduqué, qu'on a toutes les grilles de lecture sur tout. Et c'est très facile d'être manipulé et d'être un consommateur, excusez-moi de le dire comme ça, plutôt qu'un citoyen, et finalement de se donner bonne conscience en cliquant. Et puis voilà, le problème est évacué, j'ai donné, j'ai signé. Et alors déjà, arrêter de faire ça et investir sur la complexité, c'est déjà pas mal, quoi. Il y a des personnes qui le font, sur Internet, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, qui vont chercher des informations et qui ne sont pas forcément issues du milieu maritime. Et les grilles de lecture existent, hein, y compris en français. Il suffit simplement d'investir un peu plus de temps que devant des émissions à la BIP le soir, et peut-être passer un peu de temps sur Internet et regarder et chercher. Il faut investir sur la complexité. Et c'est ça, pour moi, être citoyen, c'est quand même aller s'informer plutôt que de subir la communication, quoi. Oui, juste sur la complexité, pour bien mesurer aussi que c'est effectivement complexe, c'est que quand on dit il y a ces fondations et tout ça, en réalité, elles sont elles-mêmes en compétition. Elles n'ont pas toujours les mêmes approches. Par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter avec des Lorientais qui sont associés à Conservation International dans le Pacifique et qui sont en bagarre avec Pew. Parce que il y a aussi une compétition institutionnelle pour avoir accès à l'argent, hein, et qu'elles ont des stratégies différentes. Pew veut faire des aires marines protégées intégrales, sans avoir d'ailleurs les moyens de vérifier comment on va contrôler une aire marine protégée intégrale. Ces aires gigantesques sont totalement incontrôlables. Bon. Et donc, par contre, Conservation International est plus pour des aires marines avec intégration des activités, etc., sous leur contrôle. Bon. Donc, il y a vraiment des jeux très compliqués, mais ça va toujours dans le sens d'une exclusion des gens qui sont les locaux, qui vivent là, qui ont agi bien ou mal, mais qui arrivent à survivre. Hein, donc voilà. Et en tout cas, Pew, c'est vraiment, il chasse les gens, quoi. Et comme disait le gars de Conservation International, ils foutent le bordel dans le Pacifique, quoi. Et il y a des communautés qui se bagarrent parce qu'ils achètent des gens. Ils arrivent avec tellement d'argent. Hein, c'est impressionnant. C'est vrai qu'on commence à en avoir marre d'entendre parler du lobby de la pêche. Hein. Quand on voit l'argent, tu as cité les chiffres là, quoi. Ça n'a rien de comparable. Hein. L'argent qui est mis par ces organisations, ça c'est du lobbying vraiment financier qui n'a rien à voir avec du lobbying de société civile, parce que l'argent vient en fait du monde du fric. Hein. Ce que les Américains appellent l'anthropo... oui, c'est ça. Philanthocratie. La philanthocratie, c'est ça. C'est des gens qui ont tellement d'argent qu'ils ont la puissance et ils ne se soumettent pas aux règles de la démocratie réelle. Hein. Il n'y a aucun contrôle sur eux. Sinon, le contrôle de ceux qui leur ont donné le fric et qui les payent à des tarifs. Tu as cité ce que gagnent ces gens dans ce monde des ONG dites charitable. Hein. Bon, voilà, c'est charitable. Là aussi, c'est à la sauce anglaise, quoi. Bon, c'est vraiment un monde du fric, quoi. C'est des gens qui passent. Ces gens-là passent
d'une société multinationale à une ONG, à un trust, à une fondation. Ils achètent des organisations de pêcheurs. Je viens de voir là, moi je suis un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, quoi. Ils inondent d'argent des organisations de pêcheurs pour leur donner des moyens considérables pour aller partout dans toutes les organisations, etc. Et puis ces gens sont des gens qui sont dans les ONG, ils achètent des gens des ONG qui deviennent des directeurs des organisations de pêcheurs, qui passent ensuite à Conservation International, qui passent au Monterrey, etc. C'est un monde qui est... voilà, c'est un monde du fric, où tout s'achète. Il faut dire ça, Yannick Jadot, donc, qui fait partie des gens achetés. Il faut dire ça aux gens qui signent des pétitions. Yannick Jadot ne connaît rien à la pêche, c'est tout. Des pétitions comme moi sur Bloom ou sur Greenpeace depuis plus de 15 ans, qui luttent contre la déforestation, contre la pêche illégale et la pêche industrielle. Et je continuerai. Je reviens aux aires marines protégées. Mon voisin dit que ça ne sert à rien. Je pense que s'il y avait, par exemple, une aire marine protégée, un maire de Cornouailles, dans ce qui concerne ma zone côtière Moëlan-sur-Mer, s'il y avait, comme ça fonctionne en mer d'Iroise, le parc marin d'Iroise, peut-être qu'on n'arriverait pas à des blocages comme on arrive ici, chez nous, avec un projet d'aquaculture sur 225 hectares, qui est en train de mobiliser un certain nombre d'acteurs. Si on avait des structures comme la mer d'Iroise, on aurait mis autour de la table et les plaisanciers, et les pêcheurs, et les associations touristiques. Et je crois que c'est le rôle de ces aires marines protégées. Là, aujourd'hui, on est dans un dialogue de sourds, parce qu'on a un projet que certains accusent de privatiser la mer, un projet, c'est le plus gros projet pour l'instant d'algoculture sur le littoral français, algoculture et huîtres et moules. Donc je pense que ce qui serait important déjà, et maintenant c'est trop tard puisque c'est pas prévu, ça n'existe pas, il y a une décision qui est prise par le préfet sans aucune concertation des autres acteurs économiques. Aujourd'hui, il y a des pêcheurs qui se sont élevés comme les pêcheurs du Bélon, puisque le porteur de projet, c'est M. Tailleron, qui est le plus gros mareyeur ostréiculteur de France. Et les pêcheurs du littoral moëlanais sont opposés à ce projet. Je pense qu'il aurait fallu déjà en amont, s'il y avait eu des structures de concertation, ça aurait été préférable. Et disons que les acteurs sur Moëlan ont l'impression de ne pas avoir été écoutés d'autres acteurs, autres que, effectivement, le porteur de projet, en l'occurrence, M. Tailleron. Et je pense que pour les parcs éoliens, je ne sais pas, il y avait un projet de parc éolien autour de Groix, il y en a un gros dans la baie de Saint-Brieuc, où je ne sais pas où ça en est, la concertation avec les pêcheurs, mais c'est évident que par rapport à des gros projets industriels et de privatisation, effectivement, de l'espace marin, c'est important qu'il y ait une concertation avec les acteurs, les gens qui exploitent également la mer, tels que les pêcheurs. C'était le mot de la fin. Non, mais je partage le fait qu'aujourd'hui, on a certainement une forme de gouvernance maritime qui était très centrée sur l'État, là pour le coup peut-être jacobin, mais en même temps c'est en train d'évoluer. Effectivement, les aires marines protégées telles qu'on les fait à la française sont des outils de concertation aussi. Après, bon, je pense que toute règle... Comment dire, il faut effectivement investir sur la concertation, mais je pense aussi qu'au niveau français, cette vision régalienne de l'usage de la mer est en train de changer et qu'il y a de plus en plus de procédures, aires marines protégées ou pas aires marines protégées, pour contrebalancer. Ceci dit, bon, les associations de riverains sur le projet de Moëlan, effectivement, se sont manifestées aussi.
on a pu vous entendre, peut-être après la décision préfectorale. J'ai pas d'avis sur la question. Des associations, elles se sont regroupées, je crois qu'elles sont 8, et il y a un collectif qui continue de se battre parce que ce projet n'est pas clair et me fait penser à un projet de carburant, etc. Et qui n'est certainement pas unique, mais et consiste peut-être également à soft power. De toute manière, le pouvoir industriel est porteur lui-même de puissance aussi, hein, parce que là, on a beaucoup parlé des associations. C'est pas pour non plus gommer l'existence de pouvoir industriel. C'était juste pour révéler l'existence aussi de ça. Hein. Donc, une mer non privatisée, ça serait l'idéal. Voilà le mot de la fin. D'autres personnes veulent... Je vous propose d'arrêter là. Merci Yann. Bonne soirée à vous. Et puis on se retrouvera donc en 2015, en janvier. Le programme n'est pas encore prêt, mais ne vous inquiétez pas, il sera disponible sur Internet. Vous le trouverez aux endroits habituels. Bonne soirée.